cette emprise, elle va jusqu'à être son mini-lui. Je deviens sa marionnette, je deviens son esclave sexuel, c'est-à-dire que je m'habille comme lui, je mange comme lui, je parle comme lui et finalement, tous ces désirs, je dois les assouvir à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, qu'il soit aller lui laver sa vaisselle dégoûtante dans une salle de bain, que ce soit lui gratter les pieds, que ce soit lui faire une fellation, tout ça finalement, c'est exactement la même chose, c'est juste que je suis sa chose. Incarcéré depuis hier, Andrew Guedes, le professeur de tennis mis en examen, est suspecté d'avoir violé 3 anciennes élèves. De ses 12 à 14 ans, Angélique Cauchy a été violée près de 400 fois par son entraîneur de tennis, condamné à 18 ans de prison en 2021. Près de 20 ans après les faits, cette jeune femme de 37 ans vient de publier un livre dans lequel elle raconte l'enfer de toutes ces années d'emprise. Alors c'est mon histoire, c'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire dans une première partie d'une petite fille de 12 ans qui fait du tennis et qui change de club et qui rencontre un nouvel entraîneur, cet entraîneur qui va s'avérer être mon agresseur, et la deuxième partie qui est l'histoire d'Angélique adulte qui va se rendre compte que c'est le moment pour elle de parler, pour elle, mais surtout pour les autres victimes, et plus largement encore pour la société. Ce livre, je l'ai écrit pour qu'il répare et qu'il reconstruise égoïstement, c'est-à-dire la relation avec ma sœur que j'ai perdue parce que quand j'ai été sous cette emprise et je me suis beaucoup éloignée d'elle, j'étais très proche d'elle quand j'étais petite. On n'avait que 2 ans de différence et j'étais son repère, son modèle, sa grande sœur qui l'emmenait partout. Et tout d'un coup, j'ai disparu de sa vie parce que c'est le propre de l'emprise d'être isolée. Donc j'étais isolée de tout le monde, y compris de ma petite sœur. Et puis parce que je me disais que plus j'allais être proche d'elle et plus elle pouvait être proche de l'agresseur et qu'elle potentiellement pouvait devenir elle aussi une victime. Et je voulais la protéger. Et la troisième raison, c'était que je me disais, plus je vais être proche d'elle et plus elle va pouvoir découvrir ce que je vis et je ne peux pas lui faire garder ce secret-là, c'est un trop lourd secret à lui faire porter. Aujourd'hui, je ne veux plus que mon passé me vole une seconde de mon présent et de mon futur, alors j'espère que ce livre, en lui adressant, ça va réparer un petit peu notre relation et qu'on reprendra celle qu'elle était il y a 25 ans. J'espère que ce livre, il reconstruira notre relation et au-delà de ça, j'écris ce livre pour tous les enfants que nous étions hier, pour tous les enfants d'aujourd'hui, pour qu'ils sachent que si un jour quelqu'un leur fait du mal, nous les adultes, nous les écouterons, nous les croirons et nous les protégerons, pour qu'ils se disent que les adultes sont là parce que finalement c'est notre devoir de protection, d'assistance, et nous rappeler à nous, les adultes, qu'on doit être des témoins actifs et non plus ces yeux aveugles que la société a si longtemps permis. Tu m'as parlé tout à l'heure de l'emprise. Dans ton livre, on la comprend au fur et à mesure de la lecture. Les mots sont crus, très détaillés. Moi, ce qui m'a marqué, c'est ce passage à l'an 2000 où tu envoies un message à ton entraîneur lui souhaitant une bonne année. Est-ce que tu peux nous décrire cette emprise qui s'est installée au fur et à mesure, à la fois pour toi, mais aussi pour ton entourage, pour tes proches ? En fait, ça s'est fait petit à petit, mais de façon très vite. C'est-à-dire petit à petit, c'est-à-dire que c'est centimètre par centimètre, il prend de plus en plus d'espace, à la fois mentalement dans mon esprit, mais à la fois aussi dans ma famille et dans mon temps. Mais en même temps, ça se fait très vite parce que finalement, en 2 mois, il devient pour moi le référent adulte de ma vie. Et à ce moment-là, il n'y a plus que le tennis et lui, l'école et lui. Et en fait, au bout de quelques mois, il n'y a plus que lui. Il n'y a même plus le tennis, il n'y a même plus l'école. C'est-à-dire que c'est forcément relié à lui, c'est forcément lui qui décide. Et donc, je suis très seule parce que pour qu'il n'y ait que lui, il faut qu'il n'y ait plus rien d'autre. Et donc, il n'y a plus ma famille, dans le sens où il se met beaucoup en rivalité avec mon père. Et donc, je deviens très conflictuelle avec mon père. Et où je passe de moins en moins de temps à vouloir leur parler. Et donc la communication, elle est rompue. Et ça aussi, ça participe au fait que je suis très seule. Et cette emprise, elle va jusqu'à être son mini-lui. Je deviens sa marionnette, je deviens son esclave sexuel. C'est-à-dire que je m'habille comme lui, je mange comme lui, je parle comme lui. Et finalement, tous ces désirs, je dois les assouvir à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, qu'il soit... aller lui laver sa vaisselle dégoûtante dans une salle de bain, que ce soit lui gratter les pieds, que ce soit lui faire une fellation, tout ça finalement, c'est exactement la même chose, c'est juste que je suis sa chose.
Et vous parlez en même temps du rôle que vous jouez, finalement, un peu comme si vous étiez une actrice dans ces moments où il a une telle emprise sur vous. Comment vous avez réussi à vous en départir de cette emprise-là? Ces moments de violence, finalement, je pense que pour survivre, mon corps se déconnecte de mon esprit parce que ça serait trop violent. Et donc, j'ai l'impression à chaque fois de flotter un peu au-dessus de mon corps et de me dire, il faut que tu te déconnectes à la fois de ce que tu ressens physiquement, mais aussi de la douleur que c'est en train de te provoquer mentalement et physiquement. Et donc, je compte. Et c'est devenu un TOC et je compte de 0 à 100 et après je redémarre à 0 et finalement ça finit toujours par passer parce que tout finit toujours par passer. Et cette déprise, elle se fait aussi petit à petit. Il y a 2 périodes dans ces 2 ans. Il y a cette première année où il décide de tout, je n'ai plus aucun libre arbitre, où c'est mon référent, il est omnipotent finalement sur moi. Et cette deuxième année où je me rends compte qu'en fait ce n'est pas l'adulte qui me veut du bien, c'est un adulte qui veut me détruire. Et cette deuxième année, elle est presque plus violente parce que j'ai toujours ces violences sexuelles, mais parce qu'aujourd'hui, à ce moment-là, je sais que c'est mal, je sais que je veux pas, je sais que c'est pour me détruire. Et donc, je le hais, mais je peux pas m'opposer physiquement. Donc, c'est encore plus dur. Et puis après, finalement, j'arrive à avoir le courage de lui dire que je ne veux plus. Et à partir de là, il y a beaucoup de souffrance psychologique. C'est le moment où il me dit qu'il a le sida et qu'il me l'a donné. Et à ce moment-là, ça faisait très peur en 2000. Et je pense que je serai jamais adulte, je pense que je serai jamais mère, je pense que je vais mourir avant d'avoir le bac. Et puis il me dit qu'il couche avec ma mère et qu'elle adore ça. Il me dit qu'il va faire la même chose avec ma petite sœur. Et il joue sur toutes ces cordes qui, pour moi, sont ce qui me permet de finalement pas réussir à lui tenir tête et à céder parce que en disant qu'il couche avec ma mère, il me détruit ma mère, parce que je me dis si elle aime ça, alors que moi il me fait ça, et si moi il me considère comme ma fille, comme sa fille, et qu'il est comme mon père, et finalement qu'est-ce que je suis en train de vivre, et j'ai l'impression de vivre de l'inceste, et en même temps quand il dit qu'il fera ça à ma petite sœur, c'est la personne que je veux protéger, donc je serais prête à finalement vivre 100 fois pire pour qu'elle, il ne lui arrive rien. Et donc finalement, je finis toujours par céder et à chaque fois que je cède, je me hais tellement d'être si faible. Et puis cette deuxième année, il me dit qu'il va me faire tomber enceinte parce que les femmes de l'Est, on les faisait tomber enceintes pour qu'elles aient plus d'hormones. Et moi, je me pose cette question à 13 ans de me dire, et si jamais je tombe enceinte de lui, est-ce que j'avorterais? Est-ce que je me le pardonnerais? Est-ce que je pourrais l'aimer, cet enfant, puisqu'il est aussi de lui? Et toutes ces questions-là, c'est des questions qu'aucun enfant de 13 ans doit se poser. C'est aussi pour ça que j'écris ce livre, pour que les enfants de 13 ans d'aujourd'hui se posent juste la question de savoir s'ils préfèrent du popcorn sucré ou du popcorn salé au ciné avec leurs copains. Donc cette déprise, elle est très dure. Et puis finalement, vient le moment où par 2 actes un peu symboliques. Le premier, c'est que j'ai un accès de violence envers ma sœur. Pour moi, c'est la limite. C'est celle que j'aime le plus au monde et je ne peux pas avoir de la violence envers elle et je ne peux pas devenir cette personne-là. Et la deuxième raison, c'est que j'ai un téléphone 3310 bleu ciel pour mes 14 ans et que je me jure de ne jamais répondre à son numéro de téléphone avec ce nouveau téléphone. Et ça paraît fou, mais c'est ce qui m'a permis de me détacher de lui. Et puis après, j'ai repris ma vie en ne sachant pas tout de suite qu'il y en avait une autre, puis finalement en sachant très vite qu'il y a une autre. Et en me taisant parce que je me dis que si je parle, on saura qu'il m'est arrivé la même chose. Et donc j'ai déjà à 14 ans ce poids de me dire que par mon silence, il y a quelqu'un qui est en train de vivre la même chose que moi. Et puis après, il y a cette phase où j'essaye de continuer à vivre et de ne plus penser au passé. Mais ce passé, il est toujours présent. Ce passé, c'est mon quotidien pendant 15 ans. Et puis finalement, après, je dépose plainte. Dans le préambule de votre livre, vous écrivez « On ne guérit pas, on est ce qu'on a vécu ». Comment vous décidez de porter plainte? Comment vous décidez de briser l'omerta? Le déclencheur, c'est Astrid. C'est le fait qu'elle m'appelle et qu'elle me dise pour moi, il y a prescription dans 4 jours. Je vais déposer plainte contre lui. J'ai appelé Mathilde, une autre. Et elle aussi, elle va déposer plainte. Et on pense que toi, tu es celle avant nous. Et donc, c'est pour cette raison que je me dis que parce que j'ai pas été là pour elle il y a 15 ans, il va falloir que je sois là aujourd'hui, qu'il faut que je prenne mes responsabilités, qu'aujourd'hui,
Je ne peux pas me cacher derrière la protection de ma famille parce que ma grande sœur, ma petite sœur, elle a 25 ans, elle est devenue grande. Et puis parce qu'à ce moment-là, je suis professeure de PS, j'ai 27 ans et tous les jours, je vois des enfants de 12 ans devant moi. Et je me dis quel genre de prof je vais être, quel genre d'adulte je vais être si je ne suis pas capable de dire ce qui m'est arrivé pour que ça n'arrive plus, si je ne suis pas capable de les protéger. Et donc je fais le choix, au bout de 3 mois, d'aller déposer plainte. S'ensuit un procès, 2 procès en l'occurrence. Comment vous abordez ces épisodes judiciaires, un peu comme un marathon, comme un événement sportif qu'on prépare avant d'y aller? Je dépose plainte en 2014. De 2014 à 2020, c'est le temps de l'enquête, puis de l'instruction, puis de l'attente du procès. Et vient janvier 2020 où il y a ce premier procès en cour d'assises. Je me prépare depuis 2 ans et demi à ce procès, depuis le moment où on sait que ça va être renvoyé en cour d'assises. Et je me suis préparée comme si on se préparait à une finale de Roland-Garros, tant psychologiquement que physiquement. Je voulais être le plus prête possible à pouvoir l'affronter, à ne pas avoir peur, à me sentir forte. Et malgré toute ma préparation, on n'est jamais à la hauteur d'un événement pareil. Et ça a eu quand même une déflagration pour moi terrible pendant le procès, puis après, pendant les mois qui ont suivi, parce que à ce moment-là, je prends conscience de tout ce que j'ai vécu, de la violence, parce que jusque-là, pour moi, j'avais souffert parce que j'étais petite et pas parce qu'il y avait eu autant de violence. Et à ce moment-là, je comprends qu'en fait, il y a beaucoup de violence. Et puis surtout, j'apprends tout ce que les filles ont vécu, mes co-victimes. En fait, on s'écrit tous les jours depuis 6 ans et on n'a jamais parlé de ce qui nous était arrivé avec lui. Et moi, je connais aucun des détails, des faits qu'elles ont vécus. Et à ce moment-là, c'est quand même d'une violence inouïe de se rendre compte qu'elles ont vécu bien pire que moi parce que je n'ai pas parlé. Et à ce moment-là, pendant ce procès, c'est vraiment le sommet, je crois, de ma culpabilité. Et finalement, à la fin de ce procès, j'apprends que je ne suis pas la première, qu'il y en a d'autres. Et j'ai 2 émotions qui me traversent quasiment simultanément. La première, c'est de me dire « tu n'as pas à t'en vouloir, tu n'es pas la première ». Et tout de suite après, c'est de me dire comment tu peux te satisfaire du fait qu'il y en ait eu d'autres avant toi. Et à nouveau, je reculpabilise encore plus. Et puis finalement, il a 18 ans de prison. Et puis il fait appel, forcément. Au moment où j'entends ce verdict, je suis partagée entre ce sentiment de liberté que j'éprouve pour la première fois réellement depuis 15 ans. Et en même temps, je sais à ce moment-là déjà que c'est pas fini parce qu'il va faire appel. Parce que 18 ans de prison, c'est énorme comme peine, qui risque pas grand-chose à faire appel puisqu'il risque 20 ans seulement. Et donc il fait appel le soir même. Et 1 an plus tard, on a un 2e procès. Cette année-là, elle est difficile parce que je dois me reprojeter dans un nouveau procès en sachant ce que c'est. Et du coup, je sais ce que ça va représenter comme souffrance. Donc c'est encore plus dur, d'autant plus que j'attends finalement qu'il y ait la même peine. Moi, j'ai tout à perdre et lui, il a tout à gagner. Et donc j'arrive dans une situation où je me sens plus fragile peut-être que la première fois. Et puis dans ce 2e procès, je n'apprends rien, je connais déjà tout et donc finalement j'ai l'impression que c'est de la souffrance inutile. Et finalement, il a 18 ans de prison aussi. Il n'a pas seulement 18 ans de prison, ça c'est important de le dire, c'est qu'il a une interdiction à vie d'être en contact avec des mineurs. Il a 5 ans de suivi socio-judiciaire parce que l'objectif de la prison, c'est quand même de réinsérer ensuite les citoyens dans la société. Et donc il faut aussi faire en sorte que quand ils sortent, ils ne reproduisent pas ce qu'il a fait. Et donc ça, c'est des choses qui sont très importantes à avoir en tête. Et ce livre, je l'écris aussi pour donner confiance en la justice, parce que j'ai la chance, avec les filles, d'avoir eu un parcours de justice exemplaire, bien qu'il ait été très long et très difficile. Et je sais que ce n'est pas le cas de la très très grande majorité des victimes. Donc aujourd'hui, ce livre, c'est aussi pour essayer de changer le regard de la société sur la justice et de dire il faut déposer plainte parce que c'est en déposant plainte qu'on va changer les statistiques. Et c'est en changeant les statistiques que le regard des violences sera différent de par la société. En 2017, du coup, vous décidez de créer l'association Rebond avec vos co-victimes. Ça se fait naturellement. C'est quoi l'objectif de cette association ? En cours de procédure, 2017, on est à peu près à la moitié, mais on ne savait pas encore que ça allait être la moitié. On se rend compte en tout cas que ça fait 3 ans et qu'on n'a toujours pas eu de procès et que c'est extrêmement long et que c'est extrêmement dur et qu'on est extrêmement seul
même pour celles qui ont la chance d'être soutenues par leur famille et leurs amis. Et on se dit qu'on veut qu'aucune victime n'ait à vivre ce qu'on est en train de vivre, que nous, on ne s'était pas du tout préparé et qu'on n'est pas épaulé par des associations. Et donc, ça nous vient naturellement d'en créer une aussi pour que quelque chose de positif sorte de tout ça, que ce n'est pas juste détruit nos vies. Et donc aujourd'hui, en 2024, c'est mon quotidien. Je dédie ma vie à la protection des enfants. J'ai été mise à disposition par l'Éducation nationale pour être uniquement sur ce sujet des droits des enfants et de la protection. Et je fais partie de certaines commissions interministérielles pour faire en sorte que la société progresse et que des choses soient mises en place, à la fois pour protéger, mais à la fois pour aider les victimes. Et finalement, aujourd'hui, les filles ne font plus partie de cette association parce qu'elles, ça ne les a pas aidées à se reconstruire. Et chacun doit retrouver son chemin de reconstruction. Il y en a une qui est journaliste et l'autre qui est magistrate, donc ça a quand même un lien avec ce qu'elles ont vécu, c'est certain. Et moi, peut-être que c'était mon destin d'être cette messagère, d'être cette voix. Moi, ça me reconstruit et moi, ça me fait beaucoup de bien à chaque fois de prendre la parole et d'essayer de sensibiliser. Je me dis peut-être parce que j'ai plus de culpabilité qu'elle d'avoir été la première des 4, qu'à chaque fois que je prends la parole, peut-être que je sauverai quelqu'un et ça compensera un peu le fait que je ne les ai pas sauvées elles. Tout au long de votre livre, il y a une grande importance accordée à vos parents aussi. Vous appelez papa et maman. Quel regard ils ont porté sur tous ces mois de procès? Est-ce qu'on sent le poids de la culpabilité, mais aussi pour vous? Ça a été très difficile pour mes parents quand j'ai annoncé que j'avais été aussi, moi, victime de cet entraîneur. Leur monde s'est écroulé. À ce moment-là, ils ont pris de plein fouet le fait qu'ils avaient failli à leur premier rôle de parents, celui de protéger leur enfant. Et j'avais pas du tout des parents qui nous délaissaient, ils étaient très présents. Ma mère ne travaillait pas pour être tout le temps avec nous. Mon père sacrifiait tout son temps libre pour nous amener au tennis et ailleurs. Et donc, c'est d'autant plus dur pour eux de se dire que la seule personne, quelque part, à qui ils ont fait confiance dans toute notre enfance, c'est cette personne-là qui a quand même réussi à tuer la mission qui s'était donnée en devenant parent. Donc j'espère que ce livre va aussi, même s'il va être très dur, je sais pour eux, va aussi montrer à quel point je leur porte un amour et à quel point je ne leur en veux pas. On n'en a jamais parlé avec mes parents parce que c'est trop difficile pour eux et qu'ils n'ont pas les mots à mettre sur leurs mots. Je crois que c'est ça qui est encore plus dur pour eux. Et donc on n'a jamais réussi à avoir de discussion, il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de non-dits. Et ma mère est en train de le lire, elle m'a écrit ce matin, et je sais que ça va être très dur pour eux. Mais aujourd'hui, je veux plus qu'il y ait de silence. Et donc, pendant les procès, ils n'ont pas été présents parce que c'était trop difficile à gérer pour ma mère. Et donc, j'ai été seule pendant les procès et ça a été extrêmement difficile. Mais je leur en ai pas voulu pendant les procès parce qu'au moment où je les ai vus arriver à la barre, j'ai compris et j'allais devenir maman 3 semaines plus tard. Donc, je me projetais déjà dans ce rôle de protection. À quel point c'était peut-être la place la plus difficile, celle qu'ils avaient, peut-être même plus difficile que la mienne, parce que j'ai vu toute leur culpabilité, toute leur honte, toute la dévastation de se dire qu'ils ont raté ce qui était l'objectif de leur vie. On va aborder le futur. Vous avez donc une femme et un enfant, vous habitez dans le sud de la France. Quels sont vos projets pour les années à venir? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre maintenant? J'ai envie d'améliorer le monde, mais ça, c'est un objectif à la fois, c'est une finalité même plus qu'un objectif. Et j'ai envie de profiter de cette vie parce que j'aurais pu ne pas la vivre. J'aurais pu ne pas la vivre parce que tellement de fois, la petite fille de 12 ans que j'étais s'est posé cette question de savoir si ça valait le coup de continuer à se battre. Et je la remercie tous les jours d'avoir choisi la vie. Parce qu'elle m'a permis d'être mère, elle m'a permis d'être femme, elle m'a permis d'être grande et elle m'a permis d'être ici devant vous. Et elle m'a permis peut-être aujourd'hui de pouvoir peut-être sauver des vies. Alors aujourd'hui, voilà, ma vie, je veux la vivre à fond et même si elle n'est certainement pas celle que j'aurais pu vivre, eh ben, elle est celle-ci et je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir la vivre. Et peut-être aussi que finalement, je suis une meilleure personne
parce qu'il m'est arrivé ça. Peut-être que ça me rend plus empathique, plus humaniste. En tout cas, j'aime à penser qu'il faut que j'en tire quelque chose de positif. Et c'est aussi pour ça que depuis très récemment, mais depuis presque 1 an maintenant, je ne lui en veux plus, à lui non plus. Parce que pendant longtemps, j'ai eu ce sentiment de haine et de violence, et finalement, la personne que ça détruisait, c'était moi. Parce que lui, finalement, ça ne change rien à sa vie. Alors, j'ai réussi à, pas pardonner, c'est pas le mot, mais à en être indifférente, du moins. Et pendant 20 ans, j'ai souhaité sa mort, et aujourd'hui, non, je lui souhaite plus la mort, je souhaite juste qu'il ne fasse plus de mal.